Voilà, super. Maxime, Hop là, un petit setup et on est bon. c'est bon? C'est parfait. Allez, Merci c'est beaucoup. parti. Bonne présentation, à tout à l'heure. Et bon, on est parti alors. Tout d'abord, bonjour à tous. On va parler agilité à distance et surtout du sentiment que j'éprouve actuellement. Le blues de ne pas être parmi vous à Agile Tour Toulouse, d'avoir pu assister à cette très belle keynote et de sentir en fait toute cette énergie qui est là-bas. Ce blues, on l'éprouve tous un petit peu, je pense, d'être séparés. Et c'est un petit peu le but de mon talk aujourd'hui, c'était parler un petit peu de ce blues qui nous a envahis en ce début d'année. Alors déjà, je voudrais remercier les organisateurs d'Agile Toulouse d'avoir rendu possible cet événement. Et puis, c'est mon premier Agile Tour Toulouse, donc je suis quand même très fier. Alors, qui je suis. Donc, je suis coach Agile, je travaille pour la société CGI. Mon travail, c'est majoritairement d'accompagner des équipes pour la SNCF depuis 4 ans. Où je joue le rôle de coach agile au sein d'une équipe de 7 coachs. Je suis facilitateur. J'aime beaucoup Management 3.0 et ceux qui m'ont croisé à Agile Game France savent que je suis quelqu'un qui est assez joueur. Vous pouvez me retrouver sur Twitter avec l'identifiant Maxime Bonnet, assez facilement. Alors pourquoi je vous parle de tout ça aujourd'hui? Euh, Parce que l'agilité à distance, en fait, on en faisait déjà avant. Moi, ça fait 4 ans donc, que je travaille à la SNCF. On travaille sur des équipes qui sont en développement sur Lyon et qui sont aussi à distance puisque nos PO sont à Paris. Donc l'agilité à distance, on pourrait se dire que ça fait 4 ans que c'est quelque chose qui est présent pour nous et que on travaille. Néanmoins, on avait réussi en fait à passer outre la distance en faisant des binômes de coaching, puisque moi à Lyon, je coachais les équipes techniques et mon binôme à Paris coachait les PO. Et en bonne entente, on arrivait à accompagner en proximité nos clients. De plus, on s'est battu pendant de nombreux mois avec les managers, avec les différentes personnes qui étaient présentes, pour essayer de colocaliser le plus possible les gens pour créer de l'interaction. Donc, on a fait venir les prestataires dans les locaux SNCF. On a demandé aux gens de créer des équipes, en fait, de créer des moments, de créer des liens en étant en proximité. Donc ça, c'était bien. Et puis arrive le 16 mars 2020. Et le 16 mars 2020, globalement, euh, ma vision de mon bureau, c'est devenu ça. Donc c'est devenu ça, mes 3 écrans, mes 2 ordinateurs, mon boulot est devenu, s'est enfermé dans une petite boîte d'un coup. Et moi qui voyageais beaucoup, qui partais voir les PO de temps en temps, qui allait voir les gens sur le lieu de travail, je me suis retrouvé complètement enfermé. Alors, c'est bien, hein, j'ai la vue sur mon jardin, c'est plutôt sympa, je vois passer les oiseaux, mais globalement, l'expérience, elle a été assez violente. Surtout que le 15, c'est-à-dire la veille du confinement, j'étais à Saint-Malo avec mes copains agilistes en train de faire des jeux. Alors, je savais qu'on allait se confiner, mais que ça soit aussi violent et d'un coup, c'est quelque chose qui a été assez important. Et je pense que pour tous, ça a été une expérience qui a été accélérée et surtout généralisée. Je crois qu'on ne connaît pas de gens, enfin, on connaît tous des gens qui sont d'un coup venus à faire du télétravail, à s'enfermer chez eux. Donc globalement, cette expérience, euh, elle a surtout été subie. Et ça, c'est le premier truc, c'est que quand on a commencé en fait à s'enfermer, on s'est rendu compte qu'on avait pas mal de gens qui nous donnaient plein de conseils. Des gens qui faisaient du télétravail depuis très très longtemps.
En fait, à la différence de nous, qui nous sommes retrouvés enfermés, euh, eux, ils l'avaient choisi, en fait. Et les arrangements qu'ils avaient pu faire pour que leur travail, leur quotidien, en fait, devienne ce télétravail, nous, en fait, on le prenait de face avec potentiellement pas la volonté que ça se continue. Donc, globalement, tous ces petits tips qu'on a pu avoir au début, c'est quelque chose qui a été assez dur à appréhender et qui est toujours compliqué. Moi qui vous parle actuellement, il y a plein de gens qui vous disent installez-vous dans un endroit, faites en sorte que ce soit votre bureau, etc. Moi, je travaille à la maison, ma famille est là. Donc, globalement, je me suis enfermé dans le seul endroit que je visite pas la journée, c'est ma chambre. Donc, globalement, je n'ai pas pu mettre en place puisque c'est pas mon mode de travail principal. Et ça, c'est une première partie du blues qui m'arrive, c'est que effectivement, je pourrais mettre en place un bureau, je pourrais mettre en place des tableaux sur les murs, mais quelle va être la résilience de ce machin-là? Et c'est la première question que je me pose, et c'est la première source de ce blues. Mais ça, on va dire que je me le pose maintenant, après un certain nombre, après un certain temps. Mais au début, c'était pas du tout comme ça. Puisque quand le couperet est tombé, alors on sentait que ça allait arriver, nos équipes, les gens qui avaient des postes physiques, ont été dotés de postes portables. Mais ça veut dire que du jour au lendemain, on a des gens qui étaient sur des plateaux qui se sont retrouvés complètement éparpillés, chacun chez eux, dans des conditions qui étaient plus ou moins faciles. Certains avaient des bureaux, d'autres n'en avaient pas. Certains étaient entourés d'enfants, d'autres pas. Et là, en fait, on a vu arriver sur nos écrans la vie des gens. La vie des gens, mais en grand, quoi. On a vu que certaines personnes avaient des animaux. On a entendu le facteur sonner. On a vu des gens faire trois choses en même temps. Euh, et tout à coup, il a fallu que ça continue de fonctionner. Ça, c'est quelque chose qui a été assez marquant, c'est que il y a eu la volonté, nous, on a eu la volonté sur ce premier mois, que ça continue de fonctionner comme avant. Et donc, le premier truc qu'on a dû faire, c'est mettre en place des outils nécessaires pour que ça fonctionne. Donc, moi, j'appartiens à CGI, j'appartiens aussi à la SNCF. Les outils n'étaient pas tout à fait au même niveau des deux côtés, et on a vu une espèce de course assez rapide pour pouvoir mettre en place des outils qui vont vous permettre de travailler. Ces premières semaines, on a tous testé Zoom, on a tous testé Teams, Skype, à savoir quelle était l'option qui était retenue. On a vu un certain affolement des différentes DSI sur comment est-ce qu'on allait pouvoir avoir tous ces gens qui sont en dehors du réseau d'entreprise et qui vont devoir continuer à échanger, partager l'information. Et en fait, nous, coach agile, on a été pleinement partie de ce truc-là. Parce que au-delà des outils de conferencing, on avait aussi tous ces outils qui permettent de travailler. Le Jira, le planeur, l'IDE, les boards qu'on mettait au mur. Toutes ces choses-là, en fait, il a fallu commencer à se pencher dessus et se dire, mais comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir les faire? Et je me souviens que ces premières semaines ont été des semaines extrêmement enrichissantes. Parce que moi, j'ai appris plein de trucs sur des outils. J'ai même fait partie d'Agile Tour en ligne, d'Agile en ligne. Je vais y arriver, j'y arriverai pas, Agile en ligne, où on s'est mis à faire des web conferencing. Donc tous ces outils, en fait, ça a été super intéressant de les mettre en œuvre. Le but du jeu, dans un deuxième temps, une fois que les équipes ont commencé à pouvoir se ressouder, ça a été de soutenir les équipes distribuées. Parce qu'une équipe distribuée, c'est pas une équipe classique. Donc tout à coup, on a commencé à voir apparaître des problèmes de communication. Parce qu'on communique moins bien puisqu'on est éloigné. Et là, tout à coup, un mail devient une boule de neige et on commence à avoir des équipes qui commencent à tomber les unes après les autres. Parce que mine de rien, passer l'euphorie de la première semaine où on se dit, ça arrive à marcher, en fait, les problèmes commencent à arriver. Et là, la deuxième, la troisième semaine, on commence à avoir des gens qui commencent à se crisper en se disant, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Comment est-ce que je peux bosser comme ça? C'est compliqué de travailler dans ces conditions-là. Et donc, notre deuxième mission, après cette première mission sur les outils, ça a été de venir en aide et d'aller chercher chacun des Scrum Masters, chacun des PO, chacun des PPO, puisque nous, on travaille dans de l'agilité à l'échelle, des business owners, d'aller voir ces gens et d'essayer de comprendre, est-ce que ça va? Est-ce qu'ils arrivent à bien communiquer?
Donc ça, c'était intéressant. Passé ça, on s'est posé la question, mais comment est-ce qu'on peut arriver à recréer le lien? Cette fameuse pause café qu'on a, ces discussions autour d'un bureau, pas forcément axées sur le boulot lui-même, mais qui permettent en fait de rendre la vie possible en fait dans un open space, qui font qu'on est une équipe. Donc Simon le disait juste avant, comment est-ce qu'on crée une équipe? Bah, l'équipe, elle se crée aussi par ces moments-là, elle se crée surtout par ces moments-là. Et en fait, naturellement, on a des équipes qui ont pu créer des cérémonies sociales, des cafés, des goûters. Moi, personnellement, j'ai un café tous les matins. Depuis le confinement, tous les matins, à 9h15, j'ai un café avec toute mon équipe de coach. Je suis aussi invité à plein d'autres cafés et j'ai fait émerger, avec cette pratique, des envies chez d'autres personnes qui ont émis des cafés. Et on se rend compte, en fait, que maintenant, c'est une des réunions qui sont les plus suivies parce que c'est là, en fait, où on vient prendre le pouls des gens. Comment tu vas? Est-ce que ça va aujourd'hui? Etc. C'est important de comprendre ça. Et on a réussi à redéfinir les cérémonies à distance. Alors ça, c'est quelque chose qui s'est jeté à nous directement, puisque on est donc passé en mode tout le monde chez soi le 16. On avait une énorme réunion le 7 avril, puisque on avait un PI planning. Donc le PI planning dans l'agilité Liechtenstein, c'est la grosse réunion dans laquelle on met 70, 100, 150 personnes dans une salle, et puis on va discuter des 3 prochains mois. Et là, on est à 3 semaines de cet événement. Ça nous tombe dessus. On l'avait pas anticipé. On pensait encore que ça serait possible. Et ça nous arrive. Et là, en fait, on commence à se dire, mais comment je vais faire pour me faire un PI planning à distance? Et ce qu'on s'est dit tout de suite, c'est que ça ne sera pas possible de faire 2 jours ou une journée en distanciel sous Teams. On va pas y arriver, les gens vont pas y arriver, ça va être infernal et on n'a pas envie de ça. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, cette réunion, ben, on va la changer. On va en faire autre chose. Elle aura exactement le même but, mais elle n'aura pas du tout la même forme. Et en fait, on a mis une semaine à travailler, on a été 3 coachs à travailler dessus, et on s'est dit, bah, si on explosait cette réunion pour que ce soit déjà plus supportable pour les gens, pour qu'on puisse mieux se séparer, et en fait, vous voyez un petit déroulé qu'on avait prévu, qui s'est à peu près passé comme ça, où bah, on a présenté la démarche, où on a dit, bah, votre PI planning, il va avoir lieu en 2 semaines, avec des réunions qui vont être placées de part et d'autre, et vous aurez aussi du temps disponible, parce que les équipes étant désorganisées, on ne pouvait pas leur imposer ça. Donc vous aurez des plages d'une semaine dans laquelle vous vous organisez comme vous voulez pour produire ce qu'on vous demande. Et donc ça a été aussi un révélateur de se dire, bah, les cérémonies qu'on connaît tous, le sprint planning, le sprint review, etc., qu'on a déjà changé dans les formes, mais là, en fait, ça a été une opportunité de l'exploser complètement avec des bons retours, voire même des meilleurs retours que ce qu'on a pu avoir. Et ce qu'on en déduit de ces premières semaines, et on se l'est dit entre nous au café, c'est cool, on a enfin besoin de nous. Parce qu'en tant que coach agile, on est toujours un petit peu à côté. Alors, il y a toujours des gens qui vous disent, non, sans toi, on n'aurait pas réussi. Ça fait toujours plaisir à l'ego. Mais globalement, on est quand même en dehors du processus de création, de production. Et là, tout à coup, mon Teams, moi, il sonnait en permanence. On était sollicité, même ultra sollicité. Je pense que j'ai jamais fait des journées aussi longues par plein de projets. On se sentait utile. Il y avait une vraie énergie. Et ça nous a ressoudés d'ailleurs. En tant que coach agile, les équipes de coach agile, Simon l'a dit, c'est compliqué, c'est cérébral, et puis c'est pas facile en fait de souder des équipes de coach agile. Ça nous a ressoudés. On s'est mis à travailler en commun sur plein de sujets de support, de qu'est-ce que ça veut dire, que faire de l'accompagnement en distanciel, etc., etc. C'était super cool. Ça, c'était les 3 premières semaines. On s'est dit aussi, c'est plus inclusif. On a donné accès à plus grand nombre. Notre PI, pour des raisons managériales, était limité jusqu'au niveau Scrum Master. On n'invitait pas les développeurs. Là, en fait, le fait d'être en distanciel, on a pu inviter les développeurs. On a pu avoir des utilisateurs dans les ateliers d'idéation. Je travaille pour la SNCF, nos utilisateurs, ils sont répartis sur plein de centres en France, c'est compliqué de les avoir. Là, tout à coup, comme tout le monde était en distanciel, on pouvait inviter ces gens-là. On a pu faciliter aussi le Gemba Walk. Donc cette pratique qui veut que le manager il puisse venir voir les projets, là c'est facile d'aller voir les projets. Hein. Les choses sont à proximité.
Et ça, c'est plus une réflexion personnelle, mais on l'observe aussi, c'est que des personnes en situation de handicap, qu'ils soient physiques ou intellectuels, on a pu les rajouter. Hein. Personnes physiques, bah, parce que on pouvait pas faire de déplacement, parce que c'était compliqué d'envoyer quelqu'un dans un train avec un handicap pour pouvoir le récupérer dans des réunions ici à Lyon, mais aussi pour des personnes qui ont plus de problèmes dans les gros groupes ou les discussions de groupe. Bah, tout à coup, c'était plus simple. Mais là, ça m'a fait penser à quelqu'un en fait que j'ai rencontré en ce début d'année, en 2019, début d'année scolaire. J'ai donné des cours d'agilité pour une université interne à CGI. Et dans ces personnes-là, en fait, c'est la première fois de ma vie que j'étais confronté à quelqu'un qui était sourd, qui a un déficient auditif. Et je me suis rendu compte que faire de l'animation, de la facilitation, des jeux agiles, bah, ça change tout en fait. Il fallait que cette personne elle puisse lire sur mes lèvres. Il fallait qu'elle ait quelqu'un qui puisse les traduire en langage des signes. Ça a été hyper enrichissant pour moi. Je me suis dit, punaise. Et quand on est passé tout en distanciel, je me suis dit, mais cette personne-là, ben, elle est perdue. Parce que pour des raisons de réseau, très souvent, en fait, les gens ne mettent pas la caméra. Je me suis dit, mais lui, sans la caméra, ces réunions, elles ne veulent plus rien dire. Il ne peut pas les entendre, il ne peut pas les voir. Donc ce côté plus inclusif, bah, il est plus inclusif très certainement pour certains, mais il est aussi moins inclusif pour certaines autres personnes qui ont du mal. Du mal avec les outils distanciels, par exemple. Et là, en fait, le blues commence un petit peu à arriver, disant, bah, à force d'être inclus partout, on est présent nulle part. Moi, mon agenda, dedans, il y a 3 ou 4 réunions en parallèle, sur tous les jours. Je peux choisir dans laquelle je vais. Je suis invité sur tous les projets, dans les différentes réunions qu'ils peuvent avoir. Et je papillonne. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais je papillonne tellement qu'en fait, je suis dans aucune de ces réunions. Je suis pas présent. Et c'est là, en fait, qu'arrive le coup de massue. Le- Jusqu'au 11, on va se dire, bon, on va déconfiner, on va pouvoir ressortir, on va pouvoir retourner comme avant. Donc on tient. Hein. Le blues est là, la fatigue aussi, parce qu'on a quand même beaucoup travaillé. Moi, j'ai travaillé tous les jours, tout le temps, pendant le confinement. On a vu des gens nous dire oh, c'est vachement bien le confinement, on est sur Internet, et puis nous on a travaillé et on se dit bah, le déconfinement, on va sortir et puis on va reprendre des contacts avec des gens. Et puis ben, on a tous été déconfinés, ben, sauf nous. Nous on y est resté. Et moi personnellement je suis resté confiné jusqu'au mois d'août. Donc j'ai commencé à retourner chez mon client en août. Donc globalement ça a été beaucoup plus long pour sortir. Et là, c'est vraiment le moment où le blues est arrivé. Je me suis dit, mais euh, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais là? Quoi je sers en fait dans tout ça? Parce que le premier truc, c'est les outils. On a mis en place des outils. Donc, de faire de la visio, de faire du posting à distance, des post-it à distance, de pouvoir partager du travail, de pouvoir partager des activités. On a fait des topologies Jira. On s'est amusé à jouer avec des planeurs. On a fait énormément de trucs. Et au final, en fait, on n'a fait que augmenter les outils de plus en plus pour pallier effectivement ce manque. Un des points positifs, et on ne peut pas le nier, c'est que avant le confinement, on n'avait pas réussi à faire jouer les gens avec des post-it numériques, voire même avec des post-it physiques. Voilà. Certains managers étaient extrêmement réfractaires, il y avait des ateliers d'idéation qui se passaient absolument pas bien. Bah, tout à coup, avec l'agilité, on a utilisé des boards numériques et c'est devenu le truc qui est maintenant utilisé partout. On met en place actuellement du portfolio management. Bah, on a des managers d'assez haut niveau chez SNCF Transilien qui utilisent des post-it et les manipulent et sont contents de les manipuler aussi. Donc on a pu prouver que les outils, ça fonctionne. Mais en fait, les outils, enfin, je vous remets la première valeur du manifeste agile, hein, des hommes et des interactions plus que des processus et des outils. Là, on a augmenté en fait les outils. Et moi, personnellement, ça me fait un petit peu mal au cœur. Et c'est là où mon blues commence en me disant, ben moi, j'ai servi en fait à mettre en place plein d'outils. Mais est-ce que j'ai servi à rapprocher les gens? Bah, si je fais le bilan en fait de cette année passée, enfin de 2020, bah, globalement, je suis pas sûr d'avoir rapproché les gens. J'ai mis plein d'outils en place, ça c'est sûr.
il y a une époque assez lointaine que certains d'entre vous connaissent, où est apparu en France le Minitel. Donc là, je vous parle vraiment d'un temps dinosaure. Malheureusement, je l'ai connu. Enfin, heureusement, malheureusement, je sais pas. Mais globalement, il y avait une phrase qui m'avait marqué à l'époque. Il y avait quelqu'un qui avait dit à la télé, euh, les écrans sont autant de murs qu'on met entre les gens. Et cette phrase, en fait, elle m'est restée. Je l'ai pas retrouvée. Je ne sais pas du tout qui l'a prononcée, mais en fait, c'est quelque chose qui est resté dans ma tête. Et c'est un petit mantra que je me dis à chaque fois. C'est que je l'ai toujours utilisé dans ma vie, ce mantra. Je me suis dit, plutôt que d'avoir un écran et de chatter avec quelqu'un qui se trouve 2 étages au-dessus, bah, je prends mes pieds et puis je vais le voir. Parce que globalement, c'est bien cette caméra et tout, mais pas du tout le contact humain. Là, je me suis retrouvé en fait avec que des écrans. D'accord. J'ai 3 écrans en face de moi. Là, actuellement, je suis avec vous, mais en fait, je suis pas avec vous. Je ressens pas votre énergie. Je sais pas si vous êtes d'accord ou pas d'accord. C'est ce que je suis en train de dire. C'est cohérent ou pas cohérent. Ça, je trouve, je suis en train de parler depuis 20 minutes pour un truc qui veut pas dire grand-chose aux gens qui sont là. Vous êtes peut-être tous en train d'aller manger. Je ne sais pas. J'en sais rien. C'est extrêmement frustrant. Ça crée du blues. Là, on est vraiment dans le... Voilà. Moi, je rêverais d'être avec vous à Toulouse, quitte à me faire lancer des tomates. Et c'est pas que dur pour nous, hein. Le rôle de Scrum Master, il devient très compliqué. Le Scrum Master, moi, quand je les coach, je leur dis souvent, votre premier rôle, c'est d'être à l'écoute de l'équipe. Écoute empathique de l'équipe. Sachez lire ce qu'ils ressentent par leurs gestures, par ce qu'ils disent, parce que vous observez ce qui se passe sur le plateau. C'est votre premier boulot. Généralement, je leur dis, vous devriez prendre 1 heure par jour pour regarder votre équipe. 1 heure par jour. Pour la regarder bosser. Pour savoir en fait ce qu'ils sont en train de faire. Mais ça devient impossible en fait. En distanciel, on peut pas. On va pas mettre une caméra et demander aux gens de mettre leur caméra en permanence pour vérifier ce qu'ils sont en train de faire au boulot. Ça n'a pas de sens. Puis en plus, ça serait vécu comme un flicage, ça serait absolument horrible. Même si je sais que certaines sociétés ont mis en place ce genre de choses sur les réunions. Ils pingent régulièrement la caméra. Mais là, c'est pas le but. Le but du Scrum Master, c'est de récupérer l'information pour pouvoir être en capacité de protéger l'équipe et de pouvoir lui apporter son support. Ben là, ça devient difficile. De la même manière, le métier de coaching individuel devient compliqué. On loupe énormément de choses. Moi, je fais un peu de coaching individuel avec certaines personnes. C'est frustrant, c'est extrêmement frustrant. La dynamique que je pouvais avoir, où ben, je récupérais de l'énergie de la personne, puis je la renvoyais, etc., ben, j'arrive pas à la voir. Parce que l'écran ne la passe pas, même si on met les caméras. Donc ce coaching, il devient frustrant, il devient très froid, il devient très analytique. Et ça, c'est générateur de blues, en fait, je trouve. Donc maintenant, bah, effectivement, je retourne sur site et ça me fait du bien parce que je peux à nouveau coacher des gens en présentiel. Mais comme on a mis des roulements en place, bah, tout le monde n'est pas là. Donc même quand je suis sur site, bah, des fois, en fait, je passe ma journée avec mon Teams à envoyer, à faire des réunions, à faire des coachings à distance. Au final, si on regarde rétrospectivement ce qui s'est passé, on pourrait se dire, bah, ça fait 6 mois que ça marche, que ça tourne, qu'on produit des choses, hein. Il y a des choses qui sont produites, c'est plutôt cool. On pourrait se dire, bah, ouais, pourquoi pas. Mais au final, ça fonctionne pourquoi? Ça fonctionne parce qu'on se connaissait déjà avant, parce que les équipes étaient formées, parce qu'ils avaient déjà réussi à créer du lien, et qu'en fait, ils ont voulu continuer à continuer ce lien qu'ils avaient entre eux. Les équipes qui sont le plus fonctionnelles actuellement, celles qu'on regarde, qui sont le plus fonctionnelles en travail à distance, c'est les équipes sur lesquelles le lien a été créé avant. Et les nouveaux arrivants, bah, comment est-ce qu'on va faire pour arriver à les intégrer là-dedans? C'est extrêmement compliqué, l'intégration. Parce que l'intégration, c'est pas juste des compétences ou des connaissances qu'on va passer à quelqu'un. C'est aussi, ça a été dit dans les 2 conférences avant moi, c'est partager des valeurs, c'est créer des moments dans lesquels on pourra se dire, bah oui, je fais partie de cette équipe et ma voix, elle compte. Comment est-ce qu'on fait là-dedans? Donc on a pas mal de gens qui arrivent dans des équipes qui sont avec bienveillance intégrées dans les réunions, mais globalement, elles restent assez souvent dans les coins.
pour eux pour venir et faire participer le collectif. Donc globalement, moi je trouve ça difficile. Je trouve que ces écrans, en fait, ils ont tendance à nous éloigner les uns des autres. Même si cet écran-là, ben, maintenant, me permet d'être avec vous, à Toulouse, sans y être vraiment. Alors on a dit, ben voilà, il y a les outils déjà, c'est une raison de blues. Il y a cette promiscuité qui n'en est pas une, cette promiscuité numérique qui est frustrante. Mais je crois que le pire dans tout ça, c'est le changement de rythme. Le changement de rythme. Parce que le rythme du travail à distance, c'est pas du tout le même. On peut passer très facilement d'un sujet à l'autre. Et ce qui nécessitait des fois d'aller faire un atelier de story mapping au sein d'un technicentre transilien, donc qui nécessitait que moi je prenne le train le matin, que j'aille à Paris, que je prenne un RER pour aller au technicentre, que j'aille faire mon atelier de story mapping avec des gens de Paris, puisque moi je travaille pour Transilien, que je revienne. Bah, globalement, ma journée, c'était le story mapping pour le sujet machin à Paris. Voilà, c'était ma journée. Maintenant, le même story mapping, je peux le faire, et puis dans la foulée, je peux avoir un deuxième story mapping ou un accompagnement d'un manager sur un autre projet, puis passer à un troisième, etc., etc. Donc effectivement, c'est beaucoup plus soutenu et qui nous permet de soutenir beaucoup plus de sujets. Mais globalement, est-ce qu'il ne fatigue pas? On peut aussi reprendre la main sur son emploi du temps. On a des contraintes personnelles. Bah, quand on est dans sa maison, avec sa liste de réunions, c'est beaucoup plus facile de faire le point avec son agenda, de pouvoir mettre des réunions personnelles quand il y a des besoins, recevoir quelqu'un, aller chercher ses enfants, faire une course. C'est beaucoup plus facile, donc ça c'est bien. On élimine les perturbations et les trajets. Ce trajet le matin, alors pour les Parisiens qui peut durer jusqu'à 1h30, 2 heures, pour les Lyonnais, moi le mien dure 45 minutes. Certains en vélo, globalement on les limite. Donc c'est plus de temps chez soi, peut-être plus de temps au boulot pour certains. On va éliminer des perturbations, le fait d'être interrompu en plein milieu d'un truc par quelqu'un qui passe et puis tout à coup qui s'en va. Donc on est beaucoup plus concentré. Donc effectivement, on pourrait se dire que c'est beaucoup mieux. Mine de rien, on est en train tous de se cramer. Moi, plusieurs fois, je me suis dit, mais Maxime, ralentis, arrête de te mettre des réunions les unes à côté des autres, arrête de sauter d'une réunion à l'autre. Parce que dès qu'elle est finie, en fait, on est en train de passer à la suivante. On n'a quasiment plus de pause. Ces moments où on passait d'une salle à l'autre, en marchant, en étant accompagné, en finissant de discuter du sujet, en s'arrêtant potentiellement, c'était des moments qui nous permettaient en fait de nous détendre, de nous relaxer, de sortir de notre réunion pour re-rentrer dans la suivante. Il n'existe plus. On a énormément de gens qui cliquent sur quitter le Teams et qui rentrent dans la suivante immédiatement. Et ils sautent comme ça de journée en journée. Et moi, je le fais aussi. Moi, je le fais aussi. Ce qui m'oblige en fait à être en contexte switching permanent. Et on sait qu'une des causes de burn-out, mine de rien, c'est le contexte switching. Le fait de switcher de contexte en permanence est extrêmement fatigant et ça peut mener jusqu'au burn-out. Et là, on est en plein dedans. C'est-à-dire que ces outils, cette manière de travailler, mine de rien, il est en train de nous fatiguer. Et pour finir, on se rend compte que le rythme qui nous impose le télétravail rend la perméabilité entre le monde pro et le monde perso beaucoup plus lâche. Ce temps de trajet que j'avais, 45 minutes, que je passe pour revenir chez moi, c'était un temps de décompression. Vous savez que quand j'allais retrouver ma famille, on allait discuter, potentiellement faire la cuisine, ou m'asseoir, et puis regarder un peu la télé avec ma femme ou avec mes enfants. Là, globalement, entre les deux, je pouvais décompresser. J'avais un moment à moi. Mes écouteurs, mon livre, ma BD. Là, je ne l'ai plus. C'est-à-dire que je sors de la pièce, je descends l'escalier, j'y suis. Je ne vois pas de raison de rester dans cette chambre, en ce cube dans lequel je reste toute la journée,
20 minutes pour lire une BD. Ça n'aurait pas de sens. Donc globalement, ce sas de décompression, il n'existe plus. Et d'ailleurs, il y a le sas de compression le matin, se préparer à aller au boulot. Bah là, je passe directement de la salle de bain avec ma brosse à dents à mon bureau. Et ça, c'est extrêmement frustrant. Et ça rajoute du stress, ça rajoute de la pression, je trouve. Donc globalement, moi, ce qui est le plus difficile pour moi dans tout ça, on l'a dit, hein, la distance, les outils, tout ça, le fait de trouver du sens. Mais pour moi, c'est le rythme. Le rythme qu'on a. Et ça amène à des situations qui sont absolument horribles pour nous, coach agile. C'est qu'on commence à avoir des distorsions de l'agilité parce qu'on a des contraintes. Tu te rends compte, Maxime, on a des contraintes. Bah, on a tous des contraintes. Mais là, c'est des contraintes compliquées, Maxime. On a distance, machin, il faut continuer de produire, produisons plus. Ouais, non. En fait, c'est pas une raison. On commence à voir. Alors, moi, je ne l'ai pas expérimenté personnellement, mais on a quelques sur du flicage sur le temps passé. On passe du temps, de plus en plus de temps, à dire qu'est-ce qu'on fait. Parce qu'effectivement, on n'est pas sur... Les gens ont envie de savoir. Moi, j'ai quand même des équipes qui commencent à me dire ça serait bien qu'on puisse savoir le reste à faire des points d'une US, quoi. Ça ne veut rien dire, en fait, le reste à faire des points. Donc, ils ont été très contents que Jira pouvait mettre des user stories à virgule marque. Ça n'a aucun sens. Le deuxième truc, c'est les rétrospectives. Les rétrospectives sont devenues, pour certaines équipes, absolument catastrophiques. Alors, il y a la volonté de les faire, hein, et continue de les faire, mais globalement, l'énergie, parce que c'est un atelier, normalement, la rétrospective d'intelligence collective. L'intelligence collective, ça nécessite quand même des contacts humains, de pouvoir rebondir. En fait, il y a certaines équipes qui arrivent à s'en sortir, et on a des bonnes rétrospectives à distance, mais on a des rétrospectives de certaines équipes qui sont sans énergie. Moi, j'en ai animé, j'ai même fait animer des rétrospectives à ma place pour me dire, bon, c'est peut-être moi, hein, peut-être pas d'énergie aujourd'hui. C'est pas possible, cette équipe, ils sont mous. Bah, cette équipe, en fait, ils n'arrivent pas à créer l'énergie nécessaire pour avoir une rétrospective qui va marcher. Et ça, c'est l'essentiel. Parce que ces équipes-là, moi, je les connaissais en présentiel, et ça marchait plutôt bien. Les rôles de tampon sont accrus aussi. Alors qu'on avait réussi à faire discuter tout le monde, qu'on avait réussi à les mettre les uns face aux autres et à pouvoir discuter de plus en plus, bah, tout à coup, on a vu apparaître des rôles disant non, mais comme on est à distance, on va créer un rôle de responsable qui va bien centraliser tout pour pouvoir redispatcher parce que là, à distance, c'est pas pareil. Donc, on a vu réapparaître des rôles qu'on avait réussi à faire disparaître. Pas de chance. Et puis, bah, pour tous les gens qui sont censés aider ces équipes, savoir ce qui s'y passe, donc les leaders, les coachs, les managers, les scrum masters, bah, on est beaucoup plus loin. On a beaucoup plus de mal à sentir ce qu'elle sent réellement cette équipe. Et d'ailleurs, on se rend compte que l'image qu'on a d'une équipe n'est plus du tout la même que l'image que l'équipe a d'elle-même et que les managers peuvent avoir. Ce qui crée énormément de distorsions, énormément de problématiques. Donc en fait, avec cette distance, on a créé des nouveaux problèmes de l'agilité. Et ça, c'est problématique. Au final, on pourrait se poser la question, mais est-ce que ça va durer encore longtemps? On a... Donc ça, c'est un fait. Ils sont très contents de bosser chez eux. Ils sont très contents, ils le disent d'ailleurs assez clairement, de ne plus avoir des gens autour d'eux et de pouvoir coder toute la journée tranquillement, sans être emmerdé, en gros. Donc oui, il y en a pour qui l'agilité à distance, pas de souci, et au contraire, généralisons. Je pense que pour tous les métiers qui sont basés sur la compréhension de l'humain, c'est très compliqué. Coach, Scrum Master, manager, leader, toutes ces personnes qui sont censées, on va dire, sentir ce qui se passe dans une équipe, la comprendre pour pouvoir la soutenir, les rôles de support dont parlait ce matin la keynote, c'est des rôles, en fait, qu'on va avoir énormément de mal à gérer à distance. On va avoir aussi des phénomènes de manque qui vont arriver. On va avoir un manque de contact direct.
mine de rien, il y a des expériences qui ont prouvé qu'un être humain élevé sans le contact des autres, bah, il dépérit. On a besoin de ce contact humain. Euh, toutes les petites discussions qu'on peut avoir, tout le langage corporel, tout ce qui fait que on va être en capacité bah, de mieux comprendre l'autre. Et au final, moi, personnellement, ce qui me travaille le plus, c'est la solitude et la perte de sens. Je suis arrivé à certains moments, surtout au mois de juillet, là où je me voyais pas rentrer, en fait. Personne me disait quand est-ce que j'allais revenir. Je me suis dit, mais ça sert à quoi tout ça? Ça sert à quoi d'être coach agile? Moi, j'ai fait ce métier pour pouvoir être en contact avec des gens, pour pouvoir les aider, pour pouvoir les comprendre, pour pouvoir échanger mon énergie avec eux. Et je me retrouve dans une boîte, dans ma chambre. Et je me dis, mais à quoi ça sert? Et demain? Bah demain, si on écoute les infos, demain, ça sera comme hier, hein. On va se retrouver tous à nouveau chez nous. C'est un peu déprimant. Le blues revient. Pour certains, demain, ça sera comme autrefois. On l'entend, hein. Il y a des sociétés qui le disent déjà. Dès que la pandémie est passée, ben, on retourne comme avant, au bureau, tous ensemble, des grands open space, voire même du Smart Office ou du Flex Office. Et on reprend et on continue. Cette expérience en fait, avait mené à rien du tout. D'autres personnes, ben, demain, non, mais demain, on va tous rester en distanciel. Pour des raisons écologiques, pour des raisons sociétales, on va tous rester chez nous. Et puis ça va bien marcher puisque ça marche maintenant. Personnellement, je pense que c'est plutôt une démarche hybride. On va très certainement aller de plus en plus vers des gens qui vont être en distanciel, quelques personnes qui vont être en distanciel dans les équipes, et un nucléus de gens qui vont plutôt être sur des lieux de travail. Ce qui veut dire qu'il va falloir repenser notre approche en ayant une attention particulière sur les basiques. Notre approche, bah, ça va être d'être beaucoup plus inclusif vis-à-vis des webconférences qu'on peut avoir là, en se disant que quand j'ai une réunion, bah, j'ai aussi par défaut la possibilité pour les gens de se connecter à distance et de pouvoir y avoir accès et donner cet accès. Typiquement, ma revue de sprint, bah, si je la mets en plus en distanciel que dans la salle physique dans laquelle je me trouve, bah, je vais pouvoir intégrer beaucoup plus de monde, des clients, des utilisateurs, des parties prenantes, des managers, le PDG de la boîte, pourquoi pas. Et ça va être beaucoup plus riche. Donc ça peut être une opportunité. Euh, les acteurs, clairement, demandent du contact humain. Toutes les équipes qu'on a eues nous ont dit, à un moment donné, on veut se retrouver. Donc il y a des apéros réels qui s'organisent. Alors pour les équipes de 6 personnes, on n'a plus le droit à Lyon. Mais globalement, les gens vont quand même essayer de recréer du contact. Et il faut pouvoir, dans une démarche hybride, avoir des lieux de contact réguliers, en ayant une attention particulière qui est posée à l'humain. Parce que mine de rien, je crois que la première valeur de l'agilité, c'est peut-être la plus importante pour moi, celle qui me parle le plus. Des gens et des interactions plus que des processus et des outils. Bah, globalement, là actuellement, on est passé en full outil et c'est pas satisfaisant. Et c'est satisfaisant pour personne. Et que si on veut créer la démarche de demain, la démarche hybride, il faudra que l'attention sur les humains et sur la manière dont ils peuvent se rencontrer, se connaître, créer des équipes, créer des liens, s'engueuler. L'engueulade fait aussi partie de la vie. Euh, bah, il faut que ça ait sa place. Donc c'est un mixte. On va créer un mixte, je pense, entre les deux. On va évoluer, on va créer des nouvelles réunions. Il est fort probable que les réunions qu'on a connues, donc d'agilité à l'échelle, style le PI, que je vous l'ai montré, on l'a explosé, mais on pourrait se poser la question des autres cérémonies qu'on a en agilité. Pourquoi pas les changer complètement? Mais surtout, moi, ce que j'espère, là, c'est plutôt une espérance, c'est que mais je crois que ce qu'on vit actuellement, c'est pas tenable dans le temps. On ne peut pas rester comme ça indéfiniment. Et moi, ma plus grande peur,
c'est les gens qui disent ça marche super bien, bah, continuons comme ça. J'ai pas besoin d'investir dans des bureaux, restez tous chez vous. Je crois que on a besoin de se retrouver à des moments, mais il ne faut pas que ça soit une obligation. Et je reviens sur mon slide initial, choisi ou subi. Actuellement, l'expérience qu'on vit, elle est subie. Les grandes transformations, si transformations il doit y avoir, elles devront être choisies. Et entre les deux, je pense et je prône une approche hybride qui permet d'être inclusif et pour les gens qui souhaitent être au bureau et pour les gens qui souhaitent être en distanciel. Et ça sera pour moi le mot de la fin. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, j'entends pas, Philippe. Tu n'as pas de micro. Ah bah ouais, excuse-moi, je t'ai en mute. Le grand classique. Oui, alors, je disais, on va faire venir sur scène des gens. Il y a égalité 6 votes sur la première question et c'est la même personne. Donc Rémi Sarayon, Ouais? j'essaie de te trouver, est invité sur scène. Rémi, voilà. Et je vais baisser pour éviter que ça fasse du Arsène. Bonjour. Bonjour? Alors, oui, moi j'avais demandé déjà, tu parlais de sas de décompression lors de ton transport, en fait, pour aller au boulot. Ce que je voulais te demander, c'est est-ce qu'au final, ton sas de décompression, il n'est pas à inclure dans l'agenda pour te forcer, en fait, à le faire chez toi? C'est une bonne question que je me suis posée. Après, clairement, je me suis vu en train de me dire, bah, je vais me poser sur mon lit, qui est juste derrière, hein, avec une BD pendant 5 minutes. Mais en même temps, ma famille m'attend depuis toute la journée. Et ils sont juste à côté. Donc, effectivement, ça serait d'expliciter ce besoin auprès d'eux. Et peut-être qu'ils me diraient oui, mais pour le moment, actuellement, mon sentiment, c'est que je me dis, bah, autant passer un petit peu de temps avec eux. Parce que bah, ils sont là, en fait. Donc oui, il faudrait peut-être s'inclure des sas de compression, d'ailleurs le matin, peut-être, avant d'aller au boulot, et de décompression dans les phases où on descend dans sa vie perso. Mais pour le moment, j'ai un peu peur de le faire, très clairement. Du coup, ça reste positif, parce que c'est du temps que tu passes avec tes proches. Ça reste positif, mais au bout d'un moment, c'est une pression. Je sens que j'ai un manque. Je sens clairement, moi j'ai écouté en fait ces moments-là, je l'ai passé à écouter des podcasts sur des trucs qui m'intéressent. En fait, ces podcasts, je me rends compte que je les écoute plus. Je prends plus ce temps en fait. Et mine de rien, ça me coûte. C'est bête, mais ça me coûte. Et mon autre question, c'était... Putain, excuse-moi, l'écho, c'est un peu perturbant. Oui, est-ce que le blues, la frustration que tu as ressentie, elle a été partagée un petit peu, exprimée en équipe? Parce qu'au final, tu t'avances beaucoup sur le fait que tu as vécu ça personnellement. Mhm. Est-ce qu'il y a eu des échanges? Alors oui, effectivement, j'ai voulu que cette présentation soit plus un Rex qu'un un best practice parce que c'est vraiment un blues que j'ai senti personnellement. Mais on est, comme j'ai dit, on est une équipe de 7 coachs à SNCF. On a échangé dessus en fait entre nous en se disant déjà on a observé qu'on avait des niveaux d'énergie qui pouvaient être assez différents d'un moment à l'autre les uns les autres et en discutant en fait on s'est rendu compte que c'était ce blues en fait qui arrivait et les constats étaient un peu partagés, c'est-à-dire on fait beaucoup d'outils mais pas beaucoup d'humains. On est séparés par des. Alors c'était cool, on arrivait à se voir tous les jours alors qu'avant on se voyait toutes les semaines. Mais globalement, c'était pas super satisfaisant en termes de relations. Enfin, toutes ces choses en fait que j'ai partagées avec vous, oui, on les a partagées en fait avec l'équipe de coach. Et dans certains cas, on les a partagées aussi dans les rétrospectives des équipes. On a des équipes, on a clairement vu dans les rétrospectives, donc les premières rétrospectives de confinement ont été des rétrospectives du style j'ai pas d'outils pour faire ça. Bon, ça, voilà, ça a été la première. Et en fait, dès la deuxième, on a eu comment est-ce qu'on crée du lien, comment est-ce que on est une équipe, comment on intègre les nouveaux. En fait, toutes les problématiques dont je vous ai parlé, on les a vues arriver. Et on les a accompagnés, on a essayé du mieux qu'on pouvait, mais on est en train de le vivre nous-mêmes. Et on le sait bien, hein, en tant que coach, quand tu vis toi-même quelque chose, ben, globalement, tu es aussi partie du truc, quoi.
Donc, pour prendre de recul, ça a été extrêmement compliqué. Et je suis pas sûr qu'on ait réussi. Enfin, je suis pas persuadé que réussi que les équipes à le faire. Loin de là. Merci. Merci. Encore une question en présence. Olivier Farlotti, que je retrouve. Et puis après, les autres questions, tu pourras peut-être y répondre directement à partir de la liste. Hello. Hello Olivier. C'est vrai que l'écho, c'est perturbant. Je suis désolé. C'est de faire pas de soucis. Du coup, ça résonne un petit peu avec la question de Denis, mais je vais lire la question, ce sera plus simple. Est-ce que ton expérience distancielle ne met pas en exergue les défauts existants du présentiel en entreprise et qu'est-ce qui va rester de vos adaptations après le Covid? Alors, je pense notamment tu parlais du fait qu'il y a des réunions de café, t'as explosé le PI, vous avez aussi modifié votre rythme. Et en fait, quand je t'écoutais, j'ai vraiment eu l'impression que finalement, c'était jamais que des problèmes qui étaient déjà là, mais qui n'étaient pas forcément adressés du fait du présentiel. Présentiel, c'est la chose peut-être plus facile. Et distanciel, finalement, là, ça nous oblige à vraiment adresser les problèmes, quoi. Voilà. Donc, je voulais avoir ton avis là-dessus, quoi. Alors, je vais t'avouer, je l'ai pas analysé comme ça, mais c'est super intéressant parce que effectivement, les problèmes de rythme, on les a. Après, c'est pas exactement les mêmes problèmes. Je pense que c'est les mêmes catégories de problèmes de rythme, problèmes de communication, etc. Mais ils vont pas se manifester de la même manière. Et globalement, ce dont j'ai l'impression, c'est que ni le présentiel ni le distanciel n'apportent les bonnes réponses. Et je pense que c'est entre les deux, en fait. Le truc, c'est au milieu. Et c'est ce que j'essaie de vous dire à la fin quand je parle d'approche mixte, c'est qu'à un moment donné, il va falloir être capable de prendre le meilleur des mondes. Et ça veut dire, effectivement, prendre du recul et se poser la question. Mais tu dis, qu'est-ce qui va rester après de ces adaptations? Typiquement, le PI planning qu'on a mis en place en version explosée, on pense que ça va rester. Et on pense que notre PI planning, pour le coup, il va faire 2 semaines, même quand on sera en présentiel. Pour plein de raisons qu'on trouve intéressantes, ne serait-ce que pour que les équipes regagnent en fait leur autonomie vis-à-vis de l'agenda et qu'il n'y ait pas en fait cette coupure, par exemple. Donc on a trouvé des trucs intéressants. Après, je dis pas que ça n'a pas d'autres impacts qui sont négatifs pour la dynamique du groupe, etc. Le fait d'utiliser Teams, de pouvoir inclure plus les gens, je pense que ça va rester un petit peu. Après, clairement... Je pense à ton exemple avec la personne aveugle, notamment. Parce que, en fait, ça aurait pu être une solution déjà à l'époque. Tu disais que les gens... voilà. C'était le genre de difficulté. Effectivement. Pour les personnes aveugles, le présentiel apporte beaucoup. Le distanciel est plus problématique. Pour les personnes en situation de handicap moteur, c'est peut-être l'inverse. Donc, est-ce que c'est entre les deux? Est-ce que c'est pas permettre les deux qui va permettre d'être plus inclusif? Il y a des solutions techniques, par exemple, pour les gens qui sont malentendants, de pouvoir sous-titrer à la volée des choses. Donc, peut-être que ça, c'est des solutions vers lesquelles il faut aller. J'espère, mais là, c'est plutôt une espérance, j'espère que quand on va revenir en présentiel, pour certains d'entre nous, on va garder certains bons réflexes, parce que j'ai essayé de ne pas être trop noir, j'espère, dans cette présentation, de bons réflexes de ce qu'on a pu vivre en fait à distance. Mais je voudrais pas qu'on reste à distance parce que je trouve que c'est extrêmement frustrant. C'est sûr. Et les cafés, tu penses que ça va rester? Parce que ça a du sens finalement, non? Ça a du sens. Les cafés vont rester... je sais pas. Il n'y a pas un frein culturel aussi? Je me suis posé la question là-dessus, parce que café rencontre égale glande, c'est mal vu en entreprise, etc. Donc, alors que finalement, ça prouve aussi son efficacité. C'est pas... Alors, je pense que c'est pas si net que ça, et les managers se rendent de plus en plus compte que ces espaces en fait d'aération étaient aussi des moments qui étaient importants en fait pour l'équipe. Et de plus en plus de managers s'en rendent compte, et justement, les cafés ont été bien accueillis par les managers. Le fait de se dire, on passe 15 minutes. Donc moi, j'ai même eu des cafés avec mon manager à la SNCF qui duraient 45 minutes. Et finalement, le café, on a appris plein de trucs en fait qu'on n'aurait pas appris autrement, etc. Donc, ils se rendent compte qu'on en a besoin.
Est-ce que ça va rester sous cette forme-là? Je sais pas, parce que il y a aussi un effet de groupe qui est là, c'est que quand il y a une masse de gens qui sont ensemble, ils ont tendance à oublier les gens qui sont distanciels. Et c'est ça en fait qu'il faut peut-être réussir à recréer, c'est de dire quand on est un groupe et qu'on a deux personnes en distance, les inclure dans ce café. Et il y a Lisette Surturland qui en parle bien, qui dit on va faire des virtual coffee avec les gens à distance. Et en gros, on prend son PC et on l'amène en fait au café avec nous, on met la caméra et en même temps qu'on est en train de prendre le café, on a les membres de notre équipe à distance qui sont aussi avec. Et je trouve cette idée absolument brillante parce que je me dis, c'est en fait le nouveau monde, c'est ça que ça doit permettre, c'est faire des coffees réels avec des gens distanciels. Okay. C'est mon espérance. Merci. Merci à toi. Merci. Maxime, on prend peut-être encore une question ou deux questions, mais là en direct. Il est déjà 13h07, peut-être une question. Et puis après, on va arrêter, parce que ils ont déjà commencé avec l'Annerie. Ouais, je vois la. Merci Olivier. Merci Olivier. Alors, tu as dans les Q&A, elles sont classées par vote. Ok. Donc je prends la suivante, c'est ça? Ouais, 4 votes là. Alors, non, on l'a déjà fait, c'est Olivier. Ah, pardon. Non? Ah, alors attends. Alors, non, elle a disparu. Qu'est-ce qui fait selon vous que certains ont vécu ce blues et pas d'autres? Excellente question. Alors, moi personnellement, j'utilise un outil de développement personnel qui s'appelle le MBTI. Dans le MBTI, en fait, il y a deux grands axes qui sont les introvertis et les extravertis. Tourner vers l'énergie tournée vers les autres et l'énergie tournée vers soi-même. Je pense sincèrement que les personnes qui sont introverties ont peut-être eu plus de facilité. Alors, je dis pas qu'ils vivent pas ce blues, mais ont peut-être eu plus de facilité à passer cette période. En tant qu'extraverti, donc ayant cherché mon énergie auprès des autres, j'ai eu du mal sur cette période à la trouver. Ce qui m'a mis en manque d'énergie, et clairement, chez moi, c'est ce qui crée le blues. Donc moi, c'est ma lecture, en fait, c'est ma fenêtre de lecture. Je dis pas que c'est obligatoirement celle de tous, mais je trouve que les gens avec qui j'ai pu discuter, qui étaient quand même des gens très tournés sur l'extraversion, avaient tendance à être plus en difficulté. Et comme il y a pas mal de coachs qui le sont, c'est vrai qu'on était tous, à un moment ou à un autre, on n'était pas bien. Ok. Bon, on va peut-être arrêter là.